Après le coup d'accélérateur donné dans les épisodes précédents, les scénaristes décident avec cet épisode centré sur Kate de ralentir le rythme pour prendre le temps de nous intéresser de nouveau aux relations entre les personnages, ces inconnus qui se retrouvent obligés de survivre ensemble sur une île déserte. Ainsi, même si bien sûr l'épisode traite de la thématique du faux semblant, associé depuis le départ au personnage de Kate, il prend toute sa saveur lorsque Damon Lindelof et Jennifer Johnston développent le triangle amoureux Kate-Jack Sawyer et qu'ils s'amusent à créer de nouveaux liens entre les survivants, parfois inattendus. Well, they say that is the best way to learn a foreign language. Whatever the case may be illustre parfaitement le thème du faux semblant et du mensonge, fondamentalement lié au personnage de Kate. Depuis l'épisode pilote, Kate cache à tout le monde, excepté Jack, son passé de criminel. Jouant constamment sur les apparences, la jeune femme réussit régulièrement à surprendre son monde via ses compétences notamment. C'est tout ce que vont nous démontrer les différents flashbacks de l'épisode. Kate se retrouve prise en otage au cours d'un braquage de banque. Dans un deuxième temps, nous découvrons que Kate est en réalité complice de ce casse. Le chef des braqueurs est même son petit ami. Puis, en une réplique, nous devinons que Kate ment également aux braqueurs qui pensent qu'elle s'appelle Maggie. Oh yeah. By now their imaginations are running wild. Don't hold back. He won't talk if the details are off. You and your details, Maggie. Enfin, lors d'un dernier flashback, nous comprenons que c'est Kate qui est à l'origine du braquage. Elle a monté toute cette histoire pour récupérer le contenu d'un coffre, qui est en réalité le contenu de la fameuse mallette que Kate, Sawyer et Jack vont se disputer sur l'île. À l'image de l'épisode Confidence Man, déjà écrit par Lindelof, le flashback de Whatever the Case May Be ne nous apprend pas grand chose sur le personnage et il est construit comme une grande arnaque à la fois pour les personnages et pour les spectateurs. Et comme dans Confidence Man, c'est sur l'île que nous en apprendrons plus sur le personnage de Kate. What is it? L'épisode s'ouvre sur un lieu qui n'est pas ce qu'il paraît être. Kate et Sawyer découvrent un lagon avec une magnifique cascade, nous rappelant ainsi quelques instants que les héros de l'aventure se trouvent sur une île paradisiaque. Les deux en profitent avant de se rendre compte rapidement que des morceaux de l'avion sont tombés dans cette étendue d'eau et qu'il s'agit d'une certaine façon d'un tombeau. Une introduction diablement efficace. De cette découverte découle toute l'intrigue autour d'une mallette qui appartenait au marshal Edward Mars, chargé d'accompagner la prisonnière de l'avion. Tout l'épisode, Kate essaiera à tout prix d'ouvrir cette mallette avant que Sawyer puis Jack ne le fassent avant elle. Le spectateur est ici au même niveau que les deux hommes, piqué lui aussi par la curiosité. C'est d'ailleurs ce qu'avoue Sawyer. Il ne veut pas obtenir ce qu'il y a à l'intérieur de la mallette, mais il veut juste savoir pourquoi c'est si important pour Kate. C'est tout le sens du titre de l'épisode. Oui, encore une boîte mystère dans Lost donc. Mais ici, nous pouvons déjà en deviner le contenu. C'est son passé qui est à l'intérieur et elle cherche à tout prix à le garder secret. Oh. Oh. Key isn't in here. It isn't? No, but that was real good sleight of hand, distracting me with the wallet. Open it. Ce n'est évidemment pas l'objet en lui-même, un avion miniature en plastique, mais tout ce qu'il représente qui compte pour la jeune femme. Il faudra toute la rage de Jack pour qu'elle avoue enfin que cet objet appartenait à l'homme qu'elle a tué. Une semi-révélation donc, mais qui brise fortement la relation d'amitié et de confiance entre Jack et Kate. Si Jack revenait toujours vers la jeune femme dans les épisodes précédents, cette fois-ci, il lui tournera le dos à la fin. I want the truth. Just this once. What is it? It belonged to the man I loved. The truth. It belonged to the man I loved. Stop lying to me. Tell me the truth. It belonged to the man I killed.
Sur l'île, cette histoire d'ouverture de mallette est un excellent MacGuffin, mais il donne surtout l'occasion d'explorer le triangle amoureux entre Kate, Sawyer et Jack, mis de côté depuis quelques épisodes. Même si depuis le crash, Jack et Kate se comportent bien souvent comme un couple, l'attirance entre la jeune femme et Sawyer transpire à l'écran comme l'illustre l'introduction de l'épisode. C'est sous la forme du conflit que les deux relations se construisent, et on ne sait pas toujours si ce sont les coups de Sawyer, les cachotteries de Kate, ou le comportement excessif de Jack qui font le plus mal. Mais toujours est-il que Jack et Kate sont des opposés qui s'attirent, alors que Sawyer et Kate sont de la même nature, et donc naturellement attirés l'un par l'autre. Les flashbacks de cet épisode que nous avons rapprochés des flashbacks sur Sawyer sont là pour le démontrer. La relation entre Jack et Sawyer est également conflictuelle, les deux hommes étant quelque part en compétition, mais cette fois-ci c'est Jack qui s'abaisse au niveau de son adversaire en faisant à Sawyer du chantage sur les médicaments afin de récupérer la mallette. D'ailleurs, Sawyer appelle Jack par son prénom, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Même si Sawyer est toujours le plus malin, Jack lui rappelle ainsi qui est le chef. That's the antibiotic I've been giving you for the knife wound in your arm. You're right in the middle of a treatment cycle now. If I keep giving you the pills, you're going to be as right as rain. But I'm going to stop giving you the pills. And for 2 days, you're going to think you're all good. And it's going to start to itch. The day after that, the fever's going to come. Then you're going to start seeing red lines running up and down your arm. A day or two after that, you'll beg me to take the case. Just to cut off your arm. Comme nous vous le disions un peu plus tôt, à la fin de l'épisode, le triangle semble être brisé, mais ce motif reviendra à de nombreuses reprises. Les histoires d'amour entre Kate et Jack, et entre Kate et Sawyer, seront en effet des intrigues qui se développeront tout au long de la série. À l'exception de Jean et de Claire, toujours disparus, tous les personnages ont le droit à un peu de temps de présence à l'écran. L'un des enjeux narratifs de l'épisode est en effet de déplacer le campement de la plage, car mystérieusement, la marée est montée d'un seul coup et menace maintenant d'emporter le fuselage. Les survivants doivent donc s'unir pour tout déplacer. Un enjeu motivé par la survie, l'un des principaux moteurs de narration, qui permet de démontrer que Lost est également une série chorale. Ajoutons que cet événement s'est vraiment déroulé et que l'équipe de tournage a vraiment dû déplacer le décor. Les créateurs ont donc choisi d'intégrer cette contrainte à l'histoire. Ainsi, dans cet épisode, plusieurs duos sont formés afin de développer du lien entre tous ces personnages et indirectement créer du lien entre les survivants de l'Océanique 815 et les spectateurs. Boone tout d'abord, qui reproche à sa sœur Shannon de ne pas se rendre utile comme lui a pu le faire dans l'épisode précédent, mais qui cache la vérité quand elle lui demande ce qu'il fabrique dans la jungle avec Locke. Nous le savons, en réalité ils sont en train de déterrer leur découverte. Le prochain épisode mettra en avant cette relation complexe. Boone toujours est également rentré dans une relation maître-élève avec John, celui-ci devenant exigeant et autoritaire avec lui. Deux duos inédits sont également formés dans ce 12e épisode. D'une part, nous avons Charlie, mutique et renfermé sur lui-même depuis l'enlèvement de Claire, qui est bousculé par Rose, toujours très philosophe. C'est elle qui trouve les mots pour le réconforter. Même si le musicien ne le dit pas, il se sent coupable pour l'enlèvement de Claire et Rose affirme à Charlie qu'il a besoin d'aide pour surmonter cet événement. En fin d'épisode, les deux se tourneront vers la foi et la prière pour ne pas se sentir perdus. La religion tient une place importante dans la série et de nombreux personnages se tourneront vers le ciel pour obtenir des réponses. Un personnage de prêtre sera d'ailleurs intégré au casting en saison 2. D'autre part, ce sont les personnages de Shannon et Saïd qui vont se rapprocher. Alors qu'ils n'avaient jusqu'ici pratiquement pas interagi ensemble, les scénaristes sèment dans cet épisode les graines d'une relation amoureuse assez inattendue tant les personnages sont différents. Saïd, hyperactif et très impliqué dans la vie du camp, tombe sous le charme de Shannon dont l'activité principale consiste à bronzer sur la plage. Ainsi, l'épisode nous offre des scènes très touchantes autour de la traduction des documents de Rousseau, mettant en avant le personnage de Shannon comme jamais auparavant. Elle trouve là une bonne occasion de se rendre utile, comme le souhaitait Boone, et les scénaristes nous font indirectement passer le message que tous les personnages sont importants et auront leur rôle à jouer dans la série. Ironiquement, la traduction des textes en français révèle qu'il ne s'agit que d'une chanson, La mer de Charles Trenet, qui ne les aidera pas à localiser l'île, ni à en comprendre les mystères. Le chant de Shannon apportera malgré tout une touche de poésie bienvenue à la fin de l'épisode. What's the song? La mer qu'on voit danser, le vent des gros reflets, a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants. Notons que ces dialogues nous apprennent que 4 jours se sont passés depuis l'enlèvement de Claire et que cela fait une vingtaine de jours que les survivants se trouvent sur l'île. Différents liens se sont créés entre tous, amicaux, amoureux ou de rivalité. Petit à petit, les personnages acceptent leurs conditions de naufragés, petit à petit ils s'organisent et petit à petit, chacun prend un nouveau départ.
En tant que spectateurs, nous avons besoin de les voir vivre sur l'île, sans forcément courir dans la jungle chaque semaine. Nous avons besoin de les voir interagir ensemble pour que nous puissions nous attacher à eux et faire partie nous aussi du groupe de survivants de l'Océanique 815. C'est tout ce que démontre cet épisode, qui certes ne restera pas dans les mémoires, mais qui demeure touchant, bien construit et tout simplement bien écrit.